sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On l'a intitulé Pourquoi, comment, pour essayer de démarrer ensemble de zéro. On va être aidé par cinq intervenants. Denis Lamarre, président du CROA Normandie et néanmoins architecte des PLG. Frédéric Lecoq, directeur général Bureau d'études réseau. Miguel Marteau, conseiller développement durable RSE à la CCI Ouest Normandie. Christian Brands, responsable des actions territoriales OPCO EP. Et Étienne Lemoine, architecte des PLG, agence MWAH. Alors, si je devais faire une petite intro, et c'est ce que je vais faire sur la responsabilité sociale des entreprises, voilà un peu ce que je me suis fait comme réflexion ce matin et je me suis dit, aujourd'hui plus que jamais, les entreprises ne sont plus seulement évaluées sur leur performance économique, mais aussi sur leur impact social, sociétal et environnemental. C'est tout le sens de la responsabilité sociétale des entreprises ou comme on l'appelle plus succinctement, RSE, plus synthétiquement. La RSE, c'est la capacité d'une organisation à intégrer volontairement les enjeux du développement durable dans ses activités et dans ses relations avec l'ensemble des parties prenantes, alors que ce soit salariés, clients, fournisseurs, collectivités, citoyens. Autrement dit, c'est une nouvelle manière d'envisager la performance et non plus seulement financière, mais globale. Adopter une démarche RSE, ce n'est pas une contrainte supplémentaire, c'est au contraire une opportunité stratégique, c'est celle de renforcer la confiance, d'attirer les talents, de fidéliser les clients et de s'inscrire durablement dans le tissu économique et parfois même en les devançant. Et c'est dans le tissu économique et humain des territoires. En intégrant la RSE à leur gouvernance, les entreprises deviennent donc des acteurs responsables du changement. Pour moi, elles subissent moins les transitions, qu'elles soient écologiques, numériques ou sociales. Elles les accompagnent et parfois même, c'est aller de l'avant. La RSE, donc, ce n'est pas une mode, ni une simple obligation morale, c'est une évolution profonde de la culture d'entreprise, une façon de conseiller performance et sens, croissance et conscience. C'est en somme une promesse faite aux générations présentes et futures, celle d'un développement économique qui respecte l'humain, voire la planète. Voilà, je vais passer donc la parole à Denis Lamarre pour nous expliquer aussi ce rapport que nous entretenons lors des architectes avec la RSE et pourquoi. Et il est notamment référent du groupe de travail responsabilité sociale des entreprises à l'ordre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne vais pas revenir sur la présentation extrêmement détaillée que Muriel vient de vous faire sur la démarche RSE. En fait, juste pour faire un petit historique, au printemps 2023, je n'étais pas élu à ce moment-là et le Conseil fait appel à moi pour travailler sur ce sujet. Et le facteur déclencheur de ça, c'est au-delà de l'aspect réglementaire qui s'applique à l'exercice quotidien de notre profession, il y a le phénomène de l'insertion sociale qui se retrouve de plus en plus fréquemment dans les consultations, notamment de marchés publics et auxquels finalement les retours que le Conseil a à ce moment-là, c'est cette espèce d'impossibilité de répondre d'une façon satisfaisante. Et on a un certain nombre de confrères même qui abandonnent complètement, qui n'y vont pas parce qu'en fait, ils ne savent pas régler ce problème. Et c'est à la suite de ça que l'institution se dit, bon, il faut quand même aller travailler ce sujet. Il va falloir quand même qu'on s'y intéresse et surtout qu'on incite les gens à s'y intéresser. Un groupe de travail est mis en place et on a procédé à tout un travail. Alors, au-delà des 7 piliers de la norme ISO 26000 là, qui définit le périmètre de la RSE, on fait tout un travail sur les obligations de développement durable des acheteurs publics.
Voilà, c'est-à-dire en fait à quoi ils sont soumis, quel est le calendrier, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler dans le temps jusqu'en 2030 et au-delà. Et ainsi pouvoir mettre en relation la démarche RSE pour faire comprendre la nécessité de mettre en place cette démarche afin d'être mieux préparé à la réponse en maîtrise d'ouvrage public. Et d'ailleurs, Muriel l'a très bien exprimé tout de suite. En fait, ça dépasse largement ce seuil, enfin ce sujet de l'insertion sociale, parce qu'en fait, ça regroupe bien évidemment plein d'autres domaines sur lesquels les architectes sont peut-être pas encore suffisamment impliqués, c'est même sûr d'ailleurs. Et l'idée derrière le travail qui est mis en place, c'est d'aller voir quels sont les bénéfices de tout ça. En fait, euh, d'avoir ce grand projet pour la planète, pour les gens qui nous suivent derrière, c'est dans l'immédiat, les gens sont dans un secteur économique, hein, chaque matin, ils sont dans une entreprise plus ou moins grande, voilà, ils travaillent avec des partenaires. C'est si vous mettez en place une démarche RSE, quels vont être les bénéfices pour, pour les dirigeants, pour les collaborateurs, pour l'entité entreprise, et puis aussi pour les clients, parce qu'en fait, là-dedans, c'est une démarche gagnant-gagnant. Voilà. Et donc, c'est sur ces sujets-là qu'aujourd'hui, on travaille. Je pourrais développer plus tard un petit peu sur ce que fait le groupe de travail, quels sont ses objectifs, là où on veut aller. Mais voilà déjà les grandes lignes de l'origine de la démarche, là où on en est, et puis la sensibilisation. Et ça s'est traduit quasiment, on est quasiment jour pour jour, puisque on a mené une enquête en ligne qui a pris fin le 15 octobre 2024. Donc voilà. Et sur laquelle aujourd'hui on travaille, et je vous en parlerai plus tard et je vous donnerai d'autres informations sur les projets et comment on va agir envers les confrères et les consoeurs pour ce sujet de la RSE. Alors, à la suite, alors si vous avez des questions en ligne, soit vous les mettez en ligne, et puis on va y répondre au fur et à mesure, soit je vous propose un petit break à la fin des intervenants et où vous pourrez prendre la parole et venir expliquer, exprimer vos questions, vos inquiétudes, votre expérience, voilà. Là, j'aimerais bien passer la parole à Frédéric Lecoq, qui est du bureau d'études réseau, qui est directeur général et qui a dans son entreprise aujourd'hui engagé, si je ne me trompe, une démarche bien engagée, hein, je crois, Frédéric, une démarche RSE. Je te laisse nous expliquer comment vous avez et pourquoi vous avez engagé ça, quand, comment, avec quels outils et qui est référent, comment vous fonctionnez, quoi. Merci Muriel. Effectivement, nous, ça fait quelques années qu'on a déjà initié cette démarche au sein de Réseau. Alors, j'ai préparé une petite présentation que je vais vous partager. Hop, en partageant mon écran, ça serait naturellement beaucoup plus efficace. Tac. Voilà. Euh, donc, hop, RSE. Le RSE chez Réseau. Donc, je vais commencer déjà par présenter un peu le contexte. Réseau, c'est une société d'ingénierie électrique. On a plus de 30 années d'existence. Aujourd'hui, on est à peu près une trentaine de collaborateurs, 300 clients avec 2700 projets, un chiffre d'affaires un petit peu inférieur à 3 millions d'euros et à environ 300 dossiers, 270-300 dossiers ouverts en permanence. Pour vous situer un petit peu le contexte, c'est vrai qu'on a une activité qui est quand même un peu différente de celle des architectes où la volumétrie, le nombre de dossiers est beaucoup plus important, mais avec des tailles de dossiers beaucoup plus petites. Euh, on fait aujourd'hui, nous, on intervient exclusivement en ingénierie électrique, donc je vais aller très très vite. On fait de la conception, donc le métier qui est en lien avec les équipes de maîtrise d'œuvre classique. On fait aussi de l'assistance technique, de la formation, ainsi que de l'ingénierie sur l'exécution.
sur plusieurs domaines d'expertise, mais toujours en lien avec le milieu de l'électricité. Aujourd'hui, chez Réseau, en fait, la façon dont on a historiquement analysé, compris la démarche RSE, en fait, on a identifié clairement trois piliers. Le premier pilier, c'est l'objectif économique, parce qu'en fait, avoir une démarche RSE, c'est aussi s'assurer d'avoir une démarche performante, opérationnelle sur le long terme, c'est-à-dire avoir une certaine visibilité sur la façon dont on a appréhendé notre stratégie, contribuer au développement économique, bien entendu, et utiliser tout ce qui est développement durable qui, entre guillemets, depuis de nombreuses années, a le vent en poupe et dont on entend de plus en plus parler. À ceci, on a également identifié la partie objectifs sociaux et sociétaux, donc qui tombent plutôt sur la partie personnelle, les collaborateurs réseau. Et enfin, le dernier objectif qu'on a clairement identifié, c'est toute la partie environnementale. Donc, avec notamment l'intégration, une intégration, je dirais, volontaire et marquée sur toute la partie respect des environnements. Donc, dans notre métier d'électricité, c'est principalement lié avec les économies d'énergie, comment on réussit à avoir des conceptions beaucoup plus vertueuses, comment on a une approche aussi qui, d'un point de vue bilan carbone, permet de contribuer à baisser les bilans carbone de nos projets, alors en essayant d'avoir des fabricants qui soient plutôt locaux, en essayant de limiter les chaînes de transport qui ont un impact aujourd'hui assez conséquent sur la partie bilan carbone. Donc de ces trois objectifs, après, on en a on en a comment dire, défini. On s'est dit pourquoi une démarche RSE chez Réseau. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une recherche de croissance durable, c'est aussi une affirmation résolument humain et encourager comment dire, tout ce qui est initiative RSE au sein de l'entreprise. Ce n'est pas que ça, la démarche RSE, parce qu'en fait, on s'est aperçu que de plus en plus de maîtres d'ouvrage nous demandaient d'exprimer la façon dont nous, réseau ou entreprise, avions abordé cette démarche RSE par nos actions, notamment au travers des appels d'offres. De plus en plus d'appels d'offres aujourd'hui demandent de justifier les différentes méthodologies qui ont été mises en place et on retrouve ce point qui pèse de plus en plus lourd dans les critères de notation. Là, on est en train de travailler sur un dossier où typiquement la démarche RSE pose 10% de la note. Au-delà de ça, c'est aussi attirer des nouveaux profils, des nouveaux talents, parce qu'on a de plus en plus de jeunes ingénieurs sortant d'école qui ont en tête toute la partie, entre guillemets, respect de la planète, approche un peu plus vertueuse. Et pour le coup, le fait d'avoir une démarche RSE vraiment marquée et choisie permet aussi de leur dire, bah voilà, venez chez nous, on a souhait, nous, de protéger notre planète et pour le coup, venez travailler avec nous, on vous garantit qu'on pourra garantir tout ce respect de l'environnement au travers de nos différentes actions. Et enfin, l'idée, c'est d'avoir une démarche RSE, savoir un discours unifié, une stratégie commune au sein de l'entreprise, parce que vous allez voir avec ce que je vais vous présenter tout à l'heure, en fait, une démarche RSE, c'est ni plus ni moins la traduction de ce qu'on fait déjà un peu au quotidien. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on essaie de toujours avoir des projets de plus en plus vertueux, on essaie de prendre soin à ce que nos projets soient économes, soient durables. Et donc, toute cette approche, en fait, on l'a déjà dans l'ingénierie, dans la conception des différents projets qu'on peut avoir. Et pour le coup, au final, ça s'est principalement traduit par le fait de mettre sur le papier ce qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. Donc, globalement, comment ça s'est traduit? En fait, on a, par rapport aux différents actes, on a réfléchi au niveau de nos partenaires, au niveau de nos collaborateurs. Donc, on a choisi de partager, dans un premier temps, d'impliquer toutes les parties prenantes sur notre démarche RSE. Donc, informer nos partenaires, nos clients de notre volonté, comment on souhaitait le faire, notre stratégie sur la conception, de participer aussi au développement durable. Donc, choisir, je ne vais pas dire choisir, mais on essaye d'être plus moteur, plus affirmé, plus, je dirais, encouragé, percutant sur tous les projets dont le développement durable nous porte du sens. Moi, je dirais, on ira un peu moins facilement sur les projets qui ne répondent pas à ce que nous, on souhaite mettre en place. On essaye aussi, au-delà de ça, de participer à tout ce qui est salon technique pour pouvoir, je dirais, avoir l'information d'éveil technologique sur les solutions vertueuses, durables, toutes les nouvelles technologies. Donc, en fait, c'est déjà tout ce qu'on fait déjà depuis de nombreuses années et qu'en fait, aujourd'hui, on l'a tout simplement traduit, nous, dans une charte RSE
qui nous sert un petit peu de feuille de route au quotidien. Ensuite, donc, il y a tout l'aspect collaborateur, donc équipe réseau, donc la sensibilisation de nos collaborateurs au RSE, donc qui passe par la gestion des déchets. Donc chez Réseau, on a mis en place des poubelles avec du tri sélectif au niveau de nos plateaux. D'un côté, les déchets non recyclables, de l'autre côté, les déchets recyclables. On essaie de dire aussi, bah, si tu as une réunion à 2 km du bureau, soit tu prends un vélo, soit tu prends la voiture électrique mise à disposition. Tu essayes voilà, d'avoir un comportement un peu vertueux, essayer de favoriser aussi tout ce qui est télétravail, toute la partie visioconférence. Donc tout ça, vraiment, on l'a traduit dans notre document charte RSE. Dans la continuité de tout ça, pareil, sur la partie collaborateur sociétal, on a mis en place la cooptation pour nos salariés, un plan d'épargne d'entreprise. On a mis aussi un comité d'entreprise externalisé qui permet encore une fois de répondre aux objectifs sociétals de la démarche. On essaye aussi d'avoir une démarche, entre guillemets, très bonne ambiance, sympathique dans nos locaux, avec des réunions hebdomadaires sur les suivis, les discussions, des échanges. On essaye, on ne devrait pas le dire, mais on ritualise un petit peu nos pauses café. C'est des moments d'échange où, même si on prend du temps pour prendre un café, mais on va échanger autour d'un projet, on va échanger les idées, ça va permettre d'avoir des infos. On met aussi en place différents événements, donc on fait la semaine de la QVT, donc on attache une importance vraiment marquée sur toute la partie bien-être de nos collaborateurs au travail. On l'a traduit encore une fois dans notre charte RSE, qui nous permet aussi de nous positionner systématiquement sur des projets assez facilement quand il y a des critères. Ah, petit problème technique, je crois. Denis, par rapport à tout ça, est-ce que tu as des choses qui te font, voilà, qui abondent dans le sens, notamment du travail que vous élaborez aussi pour les entreprises d'architecture? Ah oui, il est bien évident que dans ce qu'on vient d'entendre là, il y a déjà beaucoup de points de convergence. Voilà. Sauf que, bon, il y a une spécificité chez les architectes, c'est que nous exerçons une profession réglementée. Donc, en fait, il vient se glisser dans tout ça la déontologie qui voilà, va mettre quelques règles dans les rapports, soit avec les clients, soit avec les collaborateurs, soit avec les partenaires, et qu'on est obligé d'intégrer. Donc, ça donne une petite problématique complémentaire. Mais sinon, bien évidemment, tout ce qui vient d'être énuméré, tant pour le bien-être en entreprise, l'amélioration de l'image de l'entreprise, la partie économique, hein, la valorisation, tout ça, bien évidemment, fait partie des points qui ont été recensés et qui donc, du coup, vont nécessiter pour nous de trouver des outils pour permettre aux architectes d'être sensibilisés et de démarrer sans doute une démarche. Il y a quand même aussi sur le tissu des entreprises, si je prends la Normandie, on est dans un rapport de 1 à 50, hein. C'est-à-dire, en fait, la moyenne en France d'une agence, c'est 1,8 personnes. Donc, ça vous donne une idée, nous sommes des artisans. Mais si je regarde sur la Normandie, ben oui, la plus petite, c'est 1, et la plus grosse, on doit être aux alentours de 50, à peu près, peut-être un peu plus. Donc, il est bien évident que cette démarche RSE ne sera pas du tout abordée de la même façon et que dans le travail que l'on mène aujourd'hui, il s'agit aussi de s'adresser à tout le monde. Alors, il y a des gens qui n'iront pas, c'est sûr, il y a des gens qui vont peut-être le faire très modestement, mais, et ça a été dit tout de suite par Frédéric de chez Réseau, c'est que les maîtres d'ouvrage ont de plus en plus d'exigences, y compris les particuliers pour leur maison. Voilà, c'est-à-dire euh, comment on va la concevoir, comment on va l'exposer, quels matériaux vont être utilisés, etc. Donc, il y avait un point, parce que dans le sondage que nous avons fait, par exemple, on s'est aperçu que en ce qui concerne les gaz à effet de serre, on n'était pas très bon.
ni dans l'usage ni dans le quotidien, ni dans le conseil envers le client. Voilà, ça, c'est un point particulier. Et bien aujourd'hui, il y a quand même des gens, même les particuliers, qui sont sensibles à ça. Et puis, il y a aussi les clients privés professionnels qui aujourd'hui ne sont pas soumis comme les acheteurs publics à des ODD, mais qui sont sensibles, qui ont des démarches, qui expérimentent des choses, qui choisissent des systèmes constructifs différents. Voilà. Et aujourd'hui, obligé, obligé était peut-être un bien grand mot, mais inciter les architectes à réfléchir à cette démarche RSE, c'est les amener aussi petit à petit à peut-être à se former un peu plus. Voilà, ça fait partie aussi des éléments qui sont nécessaires. Bon, voilà, donc je dirais que, et bien évident que dans une démarche d'entreprise, eh ben, les architectes sont des entreprises plus ou moins grandes, mais qu'on va retrouver les mêmes points et les mêmes démarches. Voilà. Donc, je ne sais pas si Frédéric a pu reprendre le cours de sa Alors, position. je suis revenu, Denis, merci. Alors, il me restait quelques minutes pour, Oui, au-delà des sujets concernant mes collaborateurs, le bien-être au travail, aussi tout l'aspect environnemental dans l'approche conceptuelle de nos projets. Donc, tu l'as très bien dit à juste titre que, en fait, aujourd'hui, on a des clients qui ont une exigence de plus importante, que ce soit sur les matériaux, dans la gestion du chantier, nécessitant une approche un peu différente. Et pour le coup, aujourd'hui, bah voilà, en fait, nous, on a été depuis longtemps, on est confronté à ces clients-là, comme vous, hein, et avec des gros clients qui ont des exigences particulières et qui nous ont en fait emmené vers le choix, le chemin d'aller mettre tout ce qu'on fait par réflexe sur le papier. Donc, ça, c'est devenu notre feuille de route. En fait, la présentation que je vous ai faite, j'ai ni plus ni moins fait quelques extractions globalement de notre charte RSE qu'on fait évoluer maintenant depuis 3-4 ans, où j'ai repris un peu les différents items pour essayer de tenir sur quelques slides, un peu plus qui était demandé, mais voilà, l'idée c'était de vous faire une synthèse. Alors, je me tiens bien sûr à la disposition de tout le monde, si pour échanger un peu sur notre expérience, il n'y a pas de souci, et notre façon. Alors, on n'a pas encore travaillé sur notre bilan carbone, je laisserai Étienne, qui a déjà bien travaillé sur le sujet, à en parler plus longuement. Néanmoins, on est en train de s'inscrire sur des démarches beaucoup plus affirmées en termes de démarche RSE, et je pense que dans 2-3 ans, on sera encore plus pertinent sur cet aspect-là. Voilà. Très bien, merci Frédéric. Eh ben, je vais passer la parole à Miguel Marteau, qui est conseiller en développement au sein de la CCI et qui justement peut être conseiller et conseiller justement des entreprises. Là, je vous passe la parole. Bonjour à Parce que tous. là, on n'est pas du tout mon rayon. Tout d'abord, merci beaucoup à Denis et à Muriel de m'offrir la possibilité de m'exprimer dans le cadre de ce webinaire. Effectivement, je suis conseiller RSE au sein de la Chambre de commerce Ouest Normandie. Mon bureau se trouve à Saint-Père-sur-Mer, à côté de Granville. Je vous partage tout de suite mon support. Et j'aimerais en quelques minutes vous décrire le socle commun des accompagnements RSE qui sont proposés sur l'ensemble du territoire normand. Hein, car c'est une première bonne nouvelle. Où que vous soyez en Normandie, vous avez forcément quelqu'un, soit moi, soit un de mes homologues, qui est là pour vous guider, vous aider dans votre structuration, dans la structuration de votre démarche RSE. Alors, je change la slide. Voilà, les accompagnements, les exemples d'accompagnement que j'ai retenus pour ce soir représentent 3 grandes dimensions de nos accompagnements généraux CCI. Première dimension, c'est la formation, avec la masterclass RSE. La deuxième dimension, c'est le diagnostic RSE. On mesure le niveau de maturité, on fait de l'audit auprès de l'entreprise. Et le troisième type d'accompagnement, c'est du conseil. C'est ce qu'on appelle au sein de l'univers consulaire CCI, la famille de l'accélérateur RSE.
Alors, la masterclass RSE, c'est la formation qui a pour objectif de former les référentes et les référents RSE au sein des entreprises normandes. C'est une formation de 21 heures qui se répartit en 6 demi-journées avec un premier module qui pose les fondamentaux de la RSE, un deuxième module avec lequel on prend de la hauteur, on traite de l'intégration de la RSE dans la stratégie de l'entreprise. Le module 3, c'est le premier module thématique, 100% environnement, dans le cadre duquel on parle beaucoup de décarbonation, mais aussi des nouveaux modèles économiques, économie circulaire, économie de la fonctionnalité. Le module 4, c'est celui qui porte sur la thématique des achats. Parce qu'on a commencé à évoquer un petit peu le bilan carbone. Sur beaucoup de sujets, quand on parle de RSE, les achats, c'est un peu le nerf de la guerre. Il n'est pas rare que, notamment qu'on commence à toucher un petit peu à l'industrie, qu'on ait à des achats qui représentent 80-85% du bilan carbone général de l'entreprise. Le module 5, c'est le module RH, où on traite la notion d'animation des équipes pour les embarquer dans la dynamique RSE, mais aussi de la question de la marque employeur, qui a déjà été évoquée par Frédéric tout à l'heure. C'est un élément quand même important aussi de la RSE. C'est une vraie dimension de motivation à la RSE, c'est de travailler sur la fidélisation des talents et aussi sur l'attractivité de l'entreprise par rapport à de futures candidatures et de futurs talents. Le module 6, c'est donc le module final, c'est celui qui traite de la valorisation de la démarche RSE. Quel référentiel je retiens ? Puisqu'il y a une multitude de référentiels. Denis a évoqué tout à l'heure l'ISO 26000, qui est la norme internationale de la RSE. Malheureusement, elle n'est pas certifiante. Elle n'est pas certifiable, cette norme. Donc, pour le coup, elle laisse la place à une myriade de labels, de titres de reconnaissance, de notations, qu'on a l'occasion donc de découvrir dans le cadre de la Masterclass RSE. Donc, formation de 21 heures, 6 modules que je vous ai décrits. Au plus près de chez vous, la Masterclass RSE, elle existe à Rouen, à Caen, à Saint-Lô, à Cherbourg, à Flers, à Évreux, à Alençon. Voilà. Elle existe au plus près de chez vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la Masterclass RSE ? Le tarif, c'est 1 500 € net de taxes par inscription, sachant qu'on est Calliope, donc vous pouvez être accompagné financièrement par votre OPCO. Voilà pour la Masterclass RSE. La deuxième dimension que j'ai commencé à vous décrire tout à l'heure, c'est la question de l'audit, la question de la mesure du diagnostic RSE. Bien souvent, les entreprises viennent nous voir car il y a une demande client ou banquier. Le banquier, aujourd'hui, pour vous proposer un taux d'intérêt préférentiel, aime bien un document qui démontre que vous êtes avancé dans la RSE, parce que lui, il a une réglementation au-dessus qui fait que s'il prête 10 000 € à un projet énergie fossile, c'est pas du tout la même chose que s'il prête 10 000 € à un projet de crèche. C'est pas du tout les mêmes répercussions pour lui. Donc, le diagnostic RSE qu'on vous propose au sein de l'ensemble des CCI normandes, c'est le CCI, c'est le référentiel diagnostic national, RSE, proposé par l'ensemble des CCI nationales, à l'échelle nationale. Le diagnostic qui repose sur des interviews auprès de parties prenantes internes de l'entreprise, donc salariés, associés, actionnaires, mais aussi auprès de quelques parties prenantes externes qui sont jugées prioritaires. On a cette particularité, nous, au-delà des interviews dans notre diagnostic, de nous appuyer sur l'intégration des données que vous avez déjà produites. Si par exemple vous êtes dans une dynamique type ISO 14001, ce que vous avez déjà comme doc sur l'environnement, on ne va pas vous reposer les questions. On va reprendre les documents que vous avez et on va digérer toutes les données que vous avez déjà produites par le passé. De la même manière, si vous êtes dans un dispositif type EcoVadis, si vous avez déjà réalisé une notation RSE par le passé, nous on reprend les docs, on ne va pas vous reposer les mêmes questions. Donc c'est 40 à 60 questions qu'on vous pose, ça varie en fonction bien sûr du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise. On s'appuie bien sûr sur les 7 piliers de l'ISO 26000, la norme internationale RSE. Le résultat du diag, c'est déjà lister les forces et les points d'amélioration sur chacun de ces piliers. On identifie les enjeux RSE forts, spécifiques à votre entreprise et on est dans une démarche de diag audit conseil. Donc, bien sûr, on commence à dessiner des pistes de plan d'action. On vous donne des préconisations pour faire de sorte que si on refait le diag dans 2-3 ans et que vous avez bien tenu compte de nos préconisations, normalement, le diag sera bien plus favorable.
Et donc, les livrables qu'on vous propose sur une prestation telle que celle-ci, c'est un rapport de diagnostic, donc le fameux document qu'attend le banquier, hein, pour revenir à l'introduction sur le sujet du diag, et puis une session de bilan pour faire de sorte que la direction de l'entreprise, mais également les salariés puissent être bien sensibilisés aux résultats de ce diag. La troisième dimension, donc après la formation et le diagnostic, c'est le conseil, ce qu'on appelle accélérateur RSE dans l'univers CCI. C'est une dimension qui est extrêmement variable, hein, puisque je vous présente là une demande courante, c'est la demande de calcul du bilan carbone. Voilà, c'est quelque chose que nous demandent régulièrement les entreprises du territoire. Donc on sait y répondre, nous, sur l'ensemble du réseau CCI normand, directement ou indirectement en fonction de vos caractéristiques et de vos besoins. À l'inverse du besoin très pure player et très ponctuel du bilan carbone, il nous arrive aussi de réaliser de l'accompagnement de A à Z d'une entreprise. J'ai un exemple sur notre territoire de l'entreprise AgriLeader qu'on a commencé à accompagner au mois de novembre 2024. Dans cette entreprise, on a réalisé une masterclass intra-entreprise destinée à l'ensemble des cadres. Ensuite, on a réalisé le diag. Entre chacune de ces prestations, on a mis une petite dose de conseils pour être sûr que les gens, ayant vu des choses dans la masterclass, sachent les appliquer dans leur entreprise derrière. Et on les a accompagnés aussi dans la réalisation de leur bilan carbone. Et vous voyez, 6 mois après, au mois d'avril, on est arrivé à l'accouchement de leur premier plan d'action RSE. Et aujourd'hui, on les accompagne dans leur premier pas dans la gouvernance de leur comité, enfin l'organisation de leur comité RSE pour la bonne mise en application de leur plan d'action. Je me suis permis de prendre quelques secondes pour vous décrire cet accompagnement, parce que là, vous avez un accompagnement qui est vraiment 360, hein, pour le coup. Hein. C'est l'exemple d'une entreprise qui a fait confiance au réseau consulaire pour vraiment structurer complètement sa RSE. Voilà pour cet exemple de l'accélérateur RSE. Là, je vous ai décrit des prestations qu'on réalise, le socle commun des CCI normandes. En réalité, chaque CCI territoriale, par rapport à son histoire, par rapport à son tissu, réalise d'autres accompagnements, parfois en s'appuyant sur des partenaires du territoire. Et donc, je fais la transition avec Christian, puisqu'il se trouve que notre CCI Ouest Normandie est sous-traitant d'une prestation qui est proposée par l'OPCO-EP à l'ensemble de ses membres. Je change de diapo, Christian, et je te laisse la parole. Très bien. Super. Merci beaucoup, Miguel. Bonjour à toutes et à tous, hein, et merci beaucoup de me donner l'opportunité d'intervenir devant vous. Donc, je suis Christian Brandt, je suis responsable du service de l'action territoriale pour l'OPCO-EP en Normandie. Et effectivement, comme Miguel vous l'a indiqué, c'est un petit peu une intervention à deux voix, parce que nous sommes partenaires sur le champ de la RSE. Alors du coup, l'OPCO-EP aussi peut vous aider en matière de RSE. Alors, l'OPCO-EP, c'est quoi? Alors, donc, nous sommes un organisme qui accompagne sur le champ de l'emploi et de la formation 54 branches professionnelles, dont celle des entreprises de l'architecture. Donc, en Normandie, vous voyez à peu près le poids que nous représentons, donc un peu plus de 18 000 entreprises. Alors, bien évidemment, toutes branches confondues, ça représente 76 000 salariés. Et nous avons également souhaité mettre en avant une activité très importante, c'est le financement de l'apprentissage avec plus de 8 000 contrats financés en 2024. Donc voilà, très rapidement pour la photo d'identité de l'OPCO-EP en Normandie. Et donc, ce que nous pouvons faire pour vous, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a tout d'abord aider les entreprises à construire et à financer les projets de formation pour les salariés au travers de ce qu'on appelle le plan de développement des compétences, ancien plan de formation. Ça, c'est une première action. Une seconde action consiste plutôt à apporter de l'information sur les différents enjeux qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises. On a parlé des différentes transitions numériques, écologiques, sociétales, alimentaires. Donc, on attend également de nous que nous puissions alimenter
la réflexion des entreprises sur ces champs-là, notamment au travers d'un certain nombre de travaux, d'observations. Et sur ce champ-là, nous avons également pu observer un certain nombre de choses pour le compte de la branche des entreprises de l'architecture dont je vais vous reparler tout à l'heure. Et la troisième grande mission, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est le financement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation et d'une façon plus générale, contribuer au développement de l'alternance qui était un enjeu assez considérable pour la France. Voilà. On peut passer à la slide d'après, Miguel. Voilà. Et donc, pour en revenir à la RSE, l'OPCO-EP vous propose donc une offre de services, on va dire RSE, et dans la RSE en particulier la transition écologique énergétique assez complète, déjà parce que nous, en interne, on est fortement investi sur cette RSE. Nous avons également mis en place, au bénéfice de nos salariés, un certain nombre de dispositions, mais parce que nous croyons aussi que pour les entreprises qui sont adhérentes à l'OPCO-EP, comment dire, la RSE, c'est aussi quelque chose d'absolument incontournable. Et en particulier, nous pensons que pour les entreprises qui relèvent de la, comment dire, de l'architecture, nous pensons qu'elles jouent et elles joueront un rôle vraiment primordial dans l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, notamment dans la conception des bâtiments de demain. Donc, rien que sur cette partie-là, nous considérons que voilà, il y a vraiment quelque chose de très important qui se joue sur la RSE en général, mais peut-être en particulier aussi sur un de ces trois piliers qui est celui de la transition écologique et énergétique. Notre offre de service repose en fait sur deux piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qui relève, on va dire, de l'information et la sensibilisation. Pour nous, c'est véritablement le point de départ. À ce titre-là, donc, il y a une note qui a été rédigée à la destination donc des entreprises de l'architecture que vous retrouvez sur le site de l'OPCO-EP et dans laquelle vous allez retrouver un certain nombre d'informations extrêmement précises sur quels sont les effets qui existent déjà aujourd'hui, mais qui sont également attendus demain de la transition écologique énergétique sur les entreprises de l'architecture. Donc ça, c'est un premier point de départ. Ensuite, pour aller plus loin, nous proposons également en fait d'assister à des ateliers territoriaux d'information sur la RSE et sur cette transition écologique et énergétique. Ce sont des choses qui sont financées grâce à un partenariat avec l'État et pour lesquelles donc nous arrivons à mettre en place pendant 3 années consécutives dans 8 grandes villes en Normandie, donc proche de chez vous, des ateliers d'échanges interactifs, ludiques, qui vous permettent en fait de connaître en temps très court, de bénéficier d'une information, comment dire, assez complète avec un professionnel et donc de faire un tour d'horizon assez complet sur cette responsabilité sociétale des entreprises. Je précise que bien évidemment, la participation est gratuite. Il y a déjà 2 dates que vous pouvez noter pour 2025. Ce sont les 2 derniers ateliers. C'est le 25 novembre à Cherbourg. Le 25 novembre également à Lançon, ça démarre à 8h45. Attention, le nombre de places est quand même limité. En 2026, nous pourrons également revenir vers vous pour vous communiquer aussi notre calendrier des ateliers en 2026. Et donc, le deuxième pilier sur lequel repose notre offre de service, c'est tout ce qui est accompagnement. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'individualisé, j'aurais tendance à dire de sur-mesure, pour vous aider à intégrer la RSE par rapport aux particularités de votre entreprise, parce qu'une entreprise ne fait pas l'autre. On avait vraiment besoin d'avoir une démarche que va vous expliquer un peu plus en détail tout à l'heure Miguel, mais qui permet en fait, au travers de l'intervention d'un professionnel, de réaliser un diagnostic, un plan d'action, et d'aider à la mise en œuvre de ce plan d'action sur 4 jours, et donc qui va vous permettre vraiment de rentrer d'une façon très opérationnelle sur et dans
cette RSE. Là également, grâce à l'État, nous bénéficions d'une aide financière de 50% sur le coût de cette opération. Voilà. Et donc, parmi les experts que nous avons sélectionnés, comme vous l'avez compris, je pense, nous avons notamment la CCI Ouest Normandie. Et donc, du coup, je propose à Miguel de vous dire d'une façon plus précise, plus concrète, comment se déroulent ces ateliers et ces accompagnements. Merci Christian. Voilà. Donc l'atelier T2E RSE que nous a décrit Christian à l'instant, c'est bien une demi-journée. Il évoquait 8 villes normandes. Vous voyez, je vous donne la liste ici: Alençon, Caen, Cherbourg, Évreux, Le Havre, Lisieux, Rouen et Saint-Lô. Donc a priori, il y a forcément un atelier T2E RSE qui va bientôt se dérouler tout près de chez vous. On est bien sur une prise en charge à 100%. Dans le contenu, l'objectif, c'est bien de répondre au pourquoi et au comment. Pourquoi se lancer dans la RSE? Puisque si les gens viennent, c'est qu'ils sentent quand même qu'il y a un intérêt, mais parfois, en mettant les choses à plat, ils se rendent compte que finalement, il y a plus qu'un argument qui doit motiver l'entreprise à se lancer dans la RSE. Et le comment, lorsqu'on quitte cette session, bien qu'elle soit courte à une demi-journée, on a déjà une idée assez claire de la méthodologie de mise en place d'une démarche RSE. On a le sentiment qu'on est sur une science relativement molle, la RSE, puisque c'est récent, il y a une dimension sociale qui est importante. En réalité, il y a une méthodologie qui est quand même bien établie quand on parle de la mise en place d'une démarche, qu'on soit en France, aux États-Unis, au Japon, ou que ce soit sur la planète, il y a des étapes qui sont incontournables et qui sont communément admises. Donc vous voyez l'ambiance, je vous donne quelques photos, on est vraiment sur du jeu. L'immense majorité de la session se déroule sous forme d'un quiz où on oppose deux équipes. Et d'ailleurs, on s'inspire beaucoup du concept du Burger Quiz d'Alain Chabat, pour ceux qui connaissent le concept. L'accompagnement individuel, quant à lui, donc, comme l'indiquait Christian, c'est un accompagnement de 4 jours. On se donne pour objectif accompagnement individuel au sens entreprise individuelle. C'est pas inter-entreprise cet accompagnement. On se fixe pour objectif qu'il n'excède pas les 4 mois pour avoir une bonne dynamique, et il se décompose de la sorte. On réalise un diagnostic RSE. Alors on est ouvert sur le référentiel. On a tendance à proposer de base un référentiel qui est neutre, qui est généraliste, l'impact score. Mais en réalité, si l'entreprise nous dit moi j'aimerais plutôt aller chercher tel ou tel référentiel, on est vraiment là pour l'accompagner. L'objectif pour nous, c'est juste d'avoir une photographie de sa maturité RSE, de pouvoir faire comme je vous l'ai exposé tout à l'heure avec l'accompagnement diagnostic RSE, aller chercher les forces et les points d'amélioration par pilier RSE, aller chercher des enjeux RSE prioritaires, et puis commencer à identifier des préconisations. Deuxième étape, donc ça c'est une journée d'accompagnement où on a une demi-journée d'entretien et une demi-journée qui sert à la production d'un livrable. Donc le fameux document, je reviens toujours à l'intérêt, parce que c'est un véritable argument RSE, ce document-là, ça peut satisfaire déjà un client ou un banquier. Vous voyez, au bout d'un jour, on a déjà un livrable qui peut être assez pertinent pour le business de l'entreprise. Nous, on s'appuie sur les conclusions du diagnostic RSE pour identifier donc ces enjeux RSE prioritaires. Et la deuxième étape, c'est d'aller chercher les parties prenantes prioritaires de l'entreprise. Parce que la stratégie RSE est singulière en ce sens, par rapport à beaucoup d'autres actions dans l'entreprise, qu'elle exige absolument, la RSE, qu'on aille consulter des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise et qui sont essentiels à la vie de l'entreprise. Donc, dans cet accompagnement, on accompagne aussi l'entreprise dans l'identification des parties prenantes qui sont à consulter en grande priorité, et on l'aide aussi à traiter cette consultation, à gérer la consultation et à traiter les données qu'on peut extraire. En gros, on demande aux parties prenantes, voilà une liste d'enjeux RSE prioritaires qu'on a identifiés, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça va être les gros clients, les fournisseurs essentiels, les financeurs, etc. Les salariés, évidemment.
Une fois qu'on a identifié ces enjeux RSE prioritaires, on accompagne le client dans l'accouchement de son premier plan d'action RSE. Donc plan d'action RSE, ça veut dire par grande dimension, par grands enjeux, avoir une idée assez claire de qui fait quoi pour atteindre quel objectif et quel indicateur on a derrière et quel budget aussi on assigne à cette action. Et puis il y a toujours cette question de temporalité aussi, hein. Quand on parle de RSE, il ne faut pas avoir peur de se projeter sur 5 ans ou sur 10 ans, hein. C'est aussi une singularité de la RSE. D'ailleurs, il y a des réglementations RSE qui nous projettent jusqu'en 2050, hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent en place des plans de sobriété énergétique avec des étapes à 2030, 2040 et 2050. C'est quand même assez rare de parler de 2050 dans l'entreprise. Ouais, mais Miguel, je vous interromps. Dites-moi, 5 ans, 10 ans, vous allez faire peur là à tout le monde. On a des résultats avant et on peut l'appliquer et s'en servir avant. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste, moi, j'espérais vous rassurer en disant qu'on peut se projeter sur 5 ans ou 10 ans, parce que les objectifs sont souvent ambitieux quand on parle de RSE. Et évidemment, la sobriété énergétique, par exemple, c'est difficile de dire que dans l'année prochaine, on va réussir à diminuer de 25%. Par contre, on sait qu'il y a déjà des réglementations aujourd'hui qui existent, comme le décret tertiaire, qui indique que de toute façon, par rapport à une année de référence, on doit diminuer de 40% à l'horizon 2030. Donc ça, par contre, quand je vous le dis, ça fait plus peur. Parce que ça paraît un petit peu serré. Et donc, ce même décret tertiaire va nous dire qu'il va falloir diminuer de 50% à l'horizon 2040, vous voyez, et de 60% à l'horizon 2050. Donc, c'est l'idée qu'on peut un peu diluer dans le temps. C'est ambitieux, mais c'est quand même assez lointain. Et la RSE, c'est quand même beaucoup ça, hein. C'est une démarche de progrès, on avance à petits pas. Et donc, à partir du moment où on a établi un premier plan d'action RSE de l'entreprise, on accompagne encore l'entreprise dans sa gouvernance, dans le lancement de ses premières actions. Il ne faut pas non plus que je vous fasse peur avec les termes que j'utilise, hein, parce que la RSE s'adapte évidemment au format de l'entreprise, hein. Si la conclusion, c'est qu'il y a 3 ou 5 actions RSE qui peuvent être effectivement entreprises par la société, ben c'est très bien, hein, on s'adapte. Comme quand je parle de la consultation des parties prenantes, il n'est pas nécessaire de consulter 50 parties prenantes. L'idée, c'est d'avoir des points de vue extérieurs et de suivre la démarche à la mesure, quelque part, de notre entreprise. Très bien. Excusez-moi, j'en profite juste. Oui, je vous écoute, Muriel. Non, allez-y, finissez, Miguel. Oui, j'avais juste 2 petits points à préciser. Le texte qui apparaît ici, Christian et moi avons déjà pratiquement tout dit. Juste, il y a une particularité sur la durée d'accompagnement. C'est 4 jours par défaut. Mais Christian, tu n'hésites pas à me reprendre, hein, mais si on peut démontrer que notamment sur les enjeux sociaux et sociétaux, il y a quand même besoin de prolonger l'accompagnement, on peut aller jusqu'à un accompagnement de 8 jours, un maximum. Oui, je confirme, Miguel, hein. L'important pour nous, c'est vraiment de pouvoir nous adapter aux besoins de l'entreprise. Donc, si c'est un petit peu plus, voilà, il n'y aura pas de problème pour nous adapter aux besoins de l'entreprise. Merci, Christian. Voilà. Ben, merci à toi, Miguel. Vous nous ferez parvenir vos documents que vous avez projetés, parce que il y a déjà eu la question de si les personnes pouvaient profiter, bien évidemment, de toutes ces informations et de ce PowerPoint, et de ce document que vous nous faites que le plaisir de partager. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, on peut peut-être enchaîner de manière plus applicative la question du bilan carbone et surtout de la philosophie d'entreprise avec Étienne Lemoine, agence MWAH. Et Étienne, je te laisse la parole, hein. Je crois que là, je t'ai lancé. Merci Muriel. Bonsoir à toutes et tous. Merci Denis pour cette invitation. J'ai pas de support, je vais essayer d'avoir le sourire et de vous communiquer la trajectoire de l'agence. Nous sommes installés à Vernon, une activité qui a démarré en 1994. Et on a à peu près une équipe, un effectif moyen sur 10 ans de 7 collaborateurs. Voilà. Je vais vous parler de trajectoire parce que c'est vrai que cette approche RSE, alors nous, on n'a pas forcément appelé RSE dès le départ, c'était
c'est né de convictions personnelles, bien évidemment, mais après de convictions partagées par l'équipe, parce que ça, c'est essentiel. C'est venu par quatre grandes périodes. C'est un peu comme ça qu'on a un petit peu séquencé cette trajectoire d'agence. Une première période, et ça, c'est assez essentiel d'en parler maintenant, parce que elle est née en 1994, 94-2004, où on s'est préoccupé de la HQE. C'était à l'époque quelque chose qui était particulièrement novateur. Nous étions aux prémices de cette préoccupation environnementale qui s'articulait autour d'un certain nombre de cibles qu'on connaissait tous parfaitement très bien aujourd'hui, basées sur un système de démarche qualité assez proche de l'ISO. C'est pour ça que je viens à l'ISO, qui est arrivé chez nous entre 2004 et 2014. Et l'ISO, on l'a mis en place grâce au Conseil régional de l'Ordre des architectes, au Normand à l'époque, où nous étions parmi les membres du Conseil, 4-5 agences. On s'entendait effectivement plutôt bien et on a décidé avec 5 autres de s'engager dans une démarche qualité commune de façon à partager nos métiers et à voir en quoi nous pouvions nous améliorer au travers de cette ISO 9001. Voilà. Très très vite, on s'est préoccupé de 14001. 14001, c'est un autre référentiel ISO, qui est un référentiel qui porte sur le management environnemental de l'entreprise. Et ça, on l'a accompagné avec un autre petit groupe de 3 agences, ayant toujours l'appui d'un consultant Caliform. Quelques-uns le connaissent, il s'appelle Dominique Voisin, il était dans la région normande, aujourd'hui il est plutôt sur Paris. Effectivement, avec lui, on a poursuivi cette démarche pour ensuite aboutir à un gros travail qu'on a mené à l'agence avec un partenaire qui aujourd'hui est enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure de Saint-Étienne, qui a écrit un ouvrage de 400 pages sur notre travail à partir de données. Mais surtout, ça nous a permis de nous engager vers une démarche ACT, et je vais vous en parler un peu plus précisément, qui s'appelle, donc c'est une abréviation, ACT, c'est Assessing Low Carbon Transition. On est sur une démarche, qui va d'un diagnostic jusqu'à un plan d'action, un passage à l'action en 5 grandes étapes. La première grande étape fondamentale, c'est la mise en place d'un bilan carbone. Donc, on a fait le bilan carbone de l'agence. Je vais vous en parler un peu plus précisément dans quelques secondes. Le deuxième temps, c'est on forme l'équipe avec sous la base d'un comité de direction qui porte la démarche ACT dans l'entreprise. On rédige une vision à long terme, on définit un plan d'action et puis ensuite on passe à l'action. Voilà. Tout ça, effectivement, ça tend vers ce que disait tout à fait Miguel tout à l'heure, c'est qu'on est dans une démarche qui tend vers la prétendue neutralité carbone à l'horizon 2050. Hein. Quand on voit les chiffres aujourd'hui, elle est vraisemblablement remise en cause, mais bon, dans tous les cas, ce qui est hyper important, c'est de se lancer dans la démarche, parce que de toute façon, c'est bien le processus qui compte et le jalonnement des résultats. Tout ça, on l'a fait dans un cadre très précis. On l'a fait avec le portage de la Manufacture des Capucins, qui est un tiers-lieu à Vernon. Je suis aussi cofondateur du projet, et donc c'était une forme de facilité à pouvoir m'intégrer dans un groupe de 10 entreprises qui ont participé à cette démarche. On avait le soutien de l'ADEME, on avait des financements de BPI de France et surtout on était accompagné par des experts qualifiés de carbonétique. Et nous avions effectivement pour l'agence 2 experts qui nous ont accompagnés dans l'écriture. Ce travail-là, aujourd'hui, il est quasiment terminé. On en est à la fin de notre écriture de plan d'action et on a déjà en quelque sorte mis en place un certain nombre d'outils, parce que c'est ça qui est assez intéressant, et c'est pour répondre à la question que Muriel, tu posais tout à l'heure. Ce qui est surtout vraiment fondamental, c'est la façon de faire. Et la façon de faire, ça veut dire que dès le départ, on en voit l'intérêt et on en voit très rapidement la possibilité de mettre en place dans l'agence des outils de façon à répondre à des premiers enjeux. Et ça, c'est fondamental parce que ça permet d'une part de souder l'équipe, de se retrouver sur des enjeux partagés
et de pouvoir développer des résultats. Voilà, c'est pas du tout une finalité, c'est surtout une façon de procéder ensemble et d'avancer vers en fait une mise en action. Voilà. Alors, le bilan carbone, quand on l'a réalisé à l'agence, eh ben, je vais être un peu direct, on a pris une claque parce qu'on s'attendait à ce que on ait des résultats que, en fait, on a vraiment découvert des choses sur nous-mêmes. Notamment, on a à peu près, alors on a émis l'équivalent de 5247 tonnes équivalent CO2, considérant que il fallait bien, enfin le GIEC a créé cette valeur de façon à pouvoir comparer tout ce que les entreprises et les structures génèrent émettent en gaz à effet de serre, en GES. Donc nous étions à 5247 tonnes équivalent CO2, 5200 pour notre métier d'architecte, c'est-à-dire que ce que nos projets ont généré en quelque sorte en équivalent, en tonnes équivalent CO2, pour une période qu'on a évaluée à peu près à 2 ans et demi. Alors ça a été compliqué parce que dans nos métiers, nous avons on a un certain nombre d'affaires ouvertes et il était difficile de trouver une période référence qui nous permet d'être assez fiable. Voilà. Au sens où sur une année donnée, on n'a jamais une affaire qui démarre des études jusqu'au chantier. Bon, par contre, donc on a éliminé toutes les études, un peu comme dans le risque, quand on évalue le risque auprès de notre assureur, on parle que c'est le moment où, en quelque sorte, il y a l'acte de bâtir, que ça permet d'évaluer ce poids carbone émis, pour l'entreprise. Et puis, 47 tonnes, c'est très très peu, hein. En proportion, c'est pas compliqué. Le métier pesait 99,99%, donc l'acte de bâtir, et l'entreprise que 0,01%. 0,01%, c'est-à-dire très peu de choses. Donc en fait, on s'est rendu compte très très vite, dans notre pratique, que nous avons émis 47 tonnes équivalent CO2 pour à peu près 7 collaborateurs. Ça représentait tout simplement un peu plus de 7 tonnes équivalent CO2 pour chacun de nous, ce qui n'est pas énorme, puisque bien qu'on doit... alors après, évidemment, on n'a pas forcément de point de comparaison dans nos propres métiers, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Il faut savoir que nous sommes un métier de prestation de service, et que, en fait, hormis des grands déplacements, utiliser une grosse voiture, mais c'est pas le chauffage, c'est pas la production de papier, c'est pas non plus. Il y a quelques services extérieurs, donc très intéressant aussi de travailler avec ses partenaires et les engager dans cette démarche. Mais globalement, c'est pas ce qui était fondamental. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse parce que parfois, quand on nous demande de justifier dans certains nombres d'appels d'offres, devoir dire qu'on classe du papier, qu'on le recycle sur les deux faces, et voilà. Alors effectivement, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Il faut avoir toutes ces approches-là parce qu'elles constituent un process de décarbonation, mais ça pèse. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, pour nous architectes, c'est vraiment dans notre capacité à aller dans des projets décarbonés, basse énergie, et de faire en sorte qu'on accompagne nos clients et surtout les prendre le plus tôt possible, les engager. Enfin voilà, c'est toute la... On va y venir, mais c'est tout ce que nous avons à peu près mis à plat et essayé de définir notre plan d'action, comment on va être en capacité de faire de mieux en mieux sur les projets. Voilà. Alors, on a essayé donc, alors après, effectivement, avec nos consultants, il y a beaucoup de périodes qui sont nécessaires. On a eu aussi la volonté de qualifier l'entreprise. Et très très vite, nos consultants nous ont emmenés vers un modèle des entreprises régénératives pour se rapprocher d'une norme AFNOR récente, de telle sorte à pouvoir faire en sorte que notre entreprise génère en fait un nouveau modèle économique basé sur une base d'écosystèmes naturels en intégrant des solutions basées sur la nature, en promouvant la biodiversité. En quelque sorte, nous avons
on s'est rendu compte très vite que nous avions la possibilité à partir des projets que nous avions déjà produits à l'agence depuis une dizaine d'années, parce que ces aspects-là, on les porte depuis, comment dirais-je, c'est pas d'aujourd'hui. On s'est articulé effectivement sur des projets qu'on a menés sur le tiers-lieu que j'évoquais tout à l'heure. On avait aussi pas mal de projets engagés déjà sur des labels E+C-. On disposait de référentiels E4C2 sur plusieurs opérations. On a fait du réemploi. Voilà. Donc on avait en fait une base de travail. Et on a essayé de voir en quoi on pouvait trouver des ressorts au travers de cette pratique pour pouvoir mettre des curseurs et proposer donc dans les projets, avec la difficulté de la commande. Je vous note notre petite parenthèse. Dans nos propres métiers, on se rend bien compte que la façon dont la commande est présentée, elle est absolument fondamentale. Parce que si la commande, elle n'est pas suffisamment engagée et que la forme de la commande, elle ne permet pas de pousser suffisamment loin tous ces critères environnementaux, eh bien, on se trouve absolument freiné par le mode d'accès à l'opération. Et en général, nous, on le vit au quotidien, on est freiné, on n'est pas en mesure, où les dés sont déjà jetés, en quelque sorte, et on n'est pas forcément en mesure de pouvoir passer à l'action sur tous ces aspects que nous avons formalisés dans l'agence et de les mettre en musique pour pouvoir générer des projets vraiment décarbonés, très, très décarbonés. En fait, il y a une forme de radicalité à construire dans l'agence, et cette radicalité, mathématiquement, elle réduit le champ de la commande. Voilà. Alors, certains diront qu'il faut qu'on arrive à massifier les choses pour pouvoir passer à un système de façon à porter ces enjeux-là, certes, mais la mutation de nos propres outils, de nos entreprises, eh bien, la difficulté, c'est d'arriver à jouer là-dessus et en même temps de développer des engagements et à porter ces engagements qui vont générer une forme d'économie, parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est qu'il faut qu'on porte, il faut que nos entreprises, elles se transforment, mais elles soient tout à fait viables. Il faut arriver à transformer l'essai, tout autant pour l'entreprise que pour l'activité, et arriver donc à en tirer un modèle. Alors, je parle de ça parce qu'aujourd'hui, actuellement, je vais vous parler de ces 3 décennies passées. On va dire qu'il m'en reste une avant de prendre ma retraite, on va dire ça comme ça. Et on est en train pas de céder, mais de fusionner l'entreprise avec une jeune agence. Une jeune agence issue d'anciens collaborateurs qui ont travaillé avec nous. Et donc, on a notre projet commun pour fusionner ces agences et donc transmettre en quelque sorte ce que l'on fait complètement dans cette trajectoire de nouvelles agences à échelle plus importante. Eh bien, le terreau de tout cela est né du travail qu'on a mené au travers de cette formation ACT, que moi je trouve assez proche de la RSE, enfin elle nourrit tout à fait la RSE dans l'entreprise. Et les conclusions, le plan d'action nous a permis d'écrire et de nourrir ce plan, ce projet commun, de façon à transmettre l'entreprise. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre toute la force de la trajectoire qu'on a dans l'entreprise, mais qui se poursuit dans un projet professionnel qui dépasse largement le champ d'une période entrepreneuriale, comment dirais-je, bien définie dans un cadre économique existant. Voilà. Alors, si je vous donnais, parce que je vais quand même être un petit peu plus précis pour vous donner quelques enseignements que cette formation, cette démarche ACT nous a apporté, on a quand même conclu qu'il fallait absolument qu'on intervienne en amont de nos missions. Donc, faire en sorte de se positionner en tant que conseil, faire de la formation, voire de l'enseignement. C'est-à-dire que on ne peut pas se cantonner à intervenir avec un contrat en main. Il faut être en mesure d'intervenir le plus tôt possible, de telle sorte à pouvoir, en quelque sorte,
coécrire des enjeux environnementaux et des exigences très fortes pour que le projet soit le plus vertueux possible. En parallèle, et ça c'est absolument nécessaire, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille sur l'aval, c'est-à-dire la maintenance, la transmission, la capacité, en quelque sorte faire patrimoine, mais la capacité à faire vivre le bâtiment par l'usage. C'est-à-dire qu'il faut désormais je pense que nous, dans nos métiers d'architecte, on se réapproprie ces phases de l'après-réception, parce que la qualité environnementale, la performance environnementale et notamment énergétique des projets se vérifie par l'usage. Voilà, je le conçois comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut réinvestir l'après. Et puis évidemment, le pendant, eh ben, c'est une autre façon de concevoir. C'est commencer à repenser la chose en dessinant la construction et pas construire un dessin. Hein. C'est-à-dire qu'il faut repenser notre métier à partir de fondamentaux issus de la matière. Donc repenser le travail au travers d'une approche de transmission, de savoir-faire, et moins sur des produits industrialisés. Donc là, on voit bien tout l'intérêt du biosourcé et la grande force de la mise en place du biosourcé dans ces approches de décarbonation. Donc, au travers de ces trois, l'amont, le pendant et l'aval, eh bien, on a identifié 8 grands enseignements, on les a appelés comme ça, qui constituent notre plan d'action, de façon à préparer ces fameux 10 ans à venir. Il y a donc effectivement ce que j'appelle assumer le surcoût dès le début du projet. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire que ça coûte plus cher, mais il faut assumer surtout le coût de l'entretien. Il faut qu'on raisonne un petit peu comme font les bailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'il faut intégrer le coût d'entretien dans la valorisation des projets. Il faut sortir de notre modèle économique, de notre façon de gérer, où on dissocie tout à fait l'investissement de l'entretien, c'est ça, c'est-à-dire que cette incapacité à mêler les deux et à pouvoir, comment dirais-je, bien comprendre qu'un bâtiment, il coûte de toute façon très rapidement le prix de son investissement quelques dizaines d'années après sa construction. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument maîtriser ces aspects d'entretien. Surtout, j'y viens monitorer, avoir une métrique en évolution. Ça veut dire en gros maîtriser toutes des données, accumuler des données. Si vous n'avez pas de données, vous êtes dans l'incapacité de savoir où vous vous positionnez pour pouvoir ensuite vous améliorer. Donc, il faut des données de projet. Les données de projet, vous les aurez parce que les maîtres d'ouvrage, les utilisateurs seront en capacité de vous les transmettre. Donc, il faut construire des outils pour aller récupérer des données réelles d'usage des bâtiments. On a pris conscience, comme je disais un peu tout à l'heure, qu'il fallait qu'on arrive à quelque sorte modifier la commande avec peut-être la possibilité de se réinvestir sur la programmation. Parce que c'est là que ça se joue. C'est pas après, c'est bien évidemment avant le contrat. Il faut qu'on aille vers une rationalité constructive et une approche en bâtisseur, je l'évoquais à l'instant. Il faut qu'on modifie les morphologies des constructions neuves tertiaires, c'est-à-dire qu'il va falloir intégrer des dispositions spatiales systématiques avec du bioclimatisme, avec des espaces traversants, intégration d'usage, enfin on pourra en faire une liste, mais il y a des formes qui vont apparaître, et on le voit déjà de toute façon dans notre pratique professionnelle actuelle. Il faut absolument travailler collectivement, ça veut dire qu'on n'est absolument pas seul. Il faut qu'on le fasse avec les bureaux d'études, il faut qu'on le fasse bien sûr entre architectes, mais avec les bureaux d'études, avec tous les partenaires. Il faut co-construire les choses, ça veut dire qu'on n'est plus sur un système, on n'est plus dans j'oserais dire, dans un millefeuille de compétences, on est vraiment dans un travail à construire en communauté. Et ça suppose de repenser peut-être nos métiers au travers de collectifs. Voilà. Nous le faisons, on commence à le faire au travers on arrive à partager désormais avec quelques agences d'architecture un certain nombre de compétences qui nous sont quasiment dédiées. Donc il y a une forme de transmission de telle sorte à pouvoir
avoir accès à cette amélioration continue par ses compétences, mais qui nous soit dédié, qui nous soit en quelque sorte dans le même schéma de travail en commun. Et puis, deux derniers points. Il faut qu'on arrive à massifier des solutions techniques avec la mise en place d'approches permettant de sortir vraisemblablement un certain nombre de pratiques des techniques courantes vers des techniques non courantes, parce qu'il va falloir complètement, notamment au travers du réemploi, réintégrer de l'expérimentation et d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui, de façon à ce que le réemploi devienne notamment une pratique du quotidien. Donc ça veut dire qu'il faut complètement basculer un certain nombre de techniques non courantes et trouver un cadre assurantiel. Donc ça veut dire qu'il faut le montrer par l'exemple, et puis il faut arriver à le construire dans une démarche systématique, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir peur de faire des essais. Je veux dire, ça coûte un petit peu d'argent, certes, mais ça, c'est pas forcément si complexe à mettre en œuvre. Nous l'avons déjà fait. Et puis, dernier point, on voudrait créer, et ça, on est en train de le faire avec la manufacture des Capucins, on voudrait créer une école qui soit un petit peu le support de tout cela, au sens où nous aurions la possibilité de rendre cette approche-là, en quelque sorte, on pourrait la transmettre et la rendre qualifiante. Ça veut dire que l'idée, ce serait que nous puissions, avec l'expérience de ceux qui se sont engagés dans ces démarches, pouvoir, au-delà de la transmettre, faire en sorte que ça devienne en quelque sorte une pratique qui devienne une possibilité de former nos propres collaborateurs, d'intégrer dans notre pratique professionnelle cette approche de transmission qui prendrait corps avec cette école. Voilà. Bon, ça, c'est un volet qui, à mon avis, va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut aller chercher. On a des contacts pour monter notamment un contrat CIFRE pour articuler ça. C'est en cours. Voilà. Bon, si je devais revenir en quelques mots pour terminer, vous donner vraiment le sentiment que j'ai de tout cela, c'est que c'est vraiment un travail, je le disais tout à l'heure, de transmission et un travail dont on voit très rapidement les résultats. C'est-à-dire que la mission ACT, la démarche ACT, nous a vraiment permis dans l'agence de mettre en place des outils et de trouver une dynamique d'agence qui aujourd'hui se poursuit et devient relativement naturelle. Alors, on avait déjà effectivement la pratique des processus issus de la démarche qualité, mais on a, au travers de on s'est beaucoup nourri de tout cela, mais ça nous a vraiment promis de nous projeter bien plus loin que nous en apportaient les démarches ISO, qui étaient plutôt des systèmes liés sur le préventif, qui était un système d'application de processus. Là, on est vraiment sur une démarche qui nous projette à des horizons de 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec des objectifs d'amélioration, avec des seuils qui sont particulièrement, pour certains, difficiles à atteindre. Quand on voyez, quand on s'est rendu compte que l'entreprise émettait relativement peu d'équivalent CO2, on s'est dit, bah, écoutez, voilà, ça va être très difficile de gagner 10 et puis 20% sur des objectifs. Bon, et puis en fait, on se rend compte que gagner 10% sur 0,01%, ça a vraiment peu de sens. Par contre, travailler sur notre métier, c'est absolument fondamental. Voilà, donc on a axé notre réflexion sur notre pratique de l'architecture. Voilà. Merci Étienne pour cette grande aventure quand même. Et est-ce que messieurs les intervenants, vous
voudriez rajouter quelque chose avant que le public puisse poser des questions? Je t'en prie, Denis. Voilà. Ben, merci à Étienne pour cette belle présentation. Et en fait, même si aujourd'hui, dans l'agence, il n'y a pas une démarche RSE formalisée, moi, j'ai retrouvé quand même beaucoup de choses que l'on avait identifiées. Et, et c'est quelques points essentiels, hein. C'est pérenniser l'activité de l'entreprise parce que ça y contribue, réaliser des économies, se différencier commercialement et valoriser l'image, fidéliser les clients, les partenaires, les fournisseurs, attirer les talents et mobiliser le personnel autour d'un projet. Je crois qu'il en a assez longuement parlé, et anticiper les risques et les opportunités, parce qu'en fait, il y a tout ce volet-là. Voilà. Et donc, pour compléter mon propos de départ, c'est l'Ordre des architectes Normandie n'a pas pour ambition de devenir un centre de formation ou quoi que ce soit pour les confrères en matière de RSE. Nous, notre mission, c'est d'informer, de sensibiliser et d'encourager à aller vers ce type de démarche, quoi. Et pour ça, donc le groupe de travail que j'anime aujourd'hui a tiré un peu le bilan de l'enquête qui a été faite il y a un an, en analysant les points forts, les points faibles sur les 7 piliers de la RSE, et ça nous a permis de déterminer un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, notre but, c'est de prioriser ces actions, mais avec, je dirais, 3 grandes pistes à suivre. La première, c'est de pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des architectes un outil simple d'auto-évaluation. Quelque chose d'assez basique, mais qui puisse permettre à chacun de se rendre compte que il fait déjà un peu de RSE sans le savoir, en fait, parce que je suis à peu près persuadé que si chacun commence à bien écrire, en fait, son activité, et je crois que c'est Frédéric qui en parlait tout à l'heure au départ de leur démarche RSE, on note ce qu'on fait. Et en fait, au final, on peut s'apercevoir assez rapidement qu'il y a déjà des choses en place, qu'il suffit peut-être de donner un petit coup de pouce pour les compléter. Donc, en fait, alors je ne sais pas si ça sera un guide, je ne sais pas si ça sera un autre support, on n'en est pas là. Mais le but, c'est ça. Le deuxième, c'est de faire une information continue qui se fera sous forme de webinaire, de podcast ou des choses comme ça, sur des points, sur quelques points essentiels choisis en fonction, par exemple, nous, des retours qu'on peut avoir, parce qu'en fait, on peut mesurer aussi le retour en fonction des difficultés qui sont rencontrées et qui nous reviennent. Et notamment, par exemple, sur la gouvernance ou sur le volet social, où il y a encore beaucoup à faire. Et puis, la troisième démarche, c'est d'aller vers nos donneurs d'ordre, vers les collectivités, pour en parler, pour dire là où nous en sommes. Et alors, ça n'a pas peut-être encore, c'est pas tout à fait comme l'exprimait tout de suite notre confrère, mais c'est d'être en amont, mais quand même, aller voir les collectivités territoriales pour leur dire, voilà aujourd'hui comment on se positionne, voilà comment la profession prend en main ce volet RSE, pour pas être absent, pour leur dire qu'on existe et que, comme le disait Étienne, c'est que si on ne se montre pas, si on pousse pas les choses et si on n'est pas là en amont, eh ben, il y a des choses qui ne se feront pas. Donc en fait, ça, c'est notre troisième piste de travail aujourd'hui. Et tout en soulignant que sur cette troisième piste, en fait, il y a vraiment un point sur lequel, mais qui est un tout petit bout, hein, de la démarche RSE, c'est sur l'insertion. Là, on a vraiment travaillé en amont et on y travaille bien avec
avec les facilitateurs et facilitatrices des départements et des grandes collectivités, sur lesquels et le conseil régional notamment, sur lesquels on travaille sur l'insertion par action, c'est-à-dire en fait de pouvoir faire des actions soit grand public, soit très différentes, qui remplacent le fait d'aller embaucher quelqu'un qui est sorti du travail et voilà, qui est décroché du monde du travail. Voilà. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Il y a certaines collectivités déjà qui ont lancé des consultations avec ce type de demande. Et le retour des confrères qui ont répondu, c'est plutôt satisfaisant parce que aller faire une demi-journée d'information dans un CFA pour aller parler du métier et peut-être de la démarche RSE ou du bilan carbone, eh ben c'est une bonne façon de faire une action sociale et une action locale également. Euh, voilà. Merci. Est-ce que le public a des questions? Je vous laisse prendre la parole. Moi, c'est toujours le grand vide quand j'entame ce moment-là. Euh, En fait, moi j'ai une question peut-être, une question pour Étienne. Euh, C'est-à-dire avec tout ce long parcours quoi, qui a déjà une bonne dizaine d'années, si j'ai bien compris, économiquement, comment l'agent se positionne? Parce qu'en fait, il y a toujours ce point-là qui est, qui peut être rassurant. Je veux prendre comme anecdote, c'est que lorsqu'on a fait l'enquête, on avait une petite case réservée aux commentaires et on a eu des commentaires assez déstabilisants, hein, dans le genre. Qu'est-ce que c'est encore que ce blablabla, blablabla, ça va nous coûter du pognon, et puis on retrouvait, bah, ça ne sert à rien, quoi, je veux dire. Et en fait, cette crainte de dire, oh, je suis obligé de mettre ça en place, il va falloir que je paye un accompagnement si je veux aller vers le label RSE engagé avec les trois stades confirmés. Mais comment économiquement tu pourrais dire, est-ce qu'il y a eu un impact ou pas? Est-ce qu'au contraire, l'agence a vécu normalement Oui, alors très, des choses très concrètes parce que la question est très précise. Denis, je vais essayer d'y répondre de façon tout à fait transparente. Euh, L'agence se porte bien, l'agence se développe et l'agence s'est beaucoup nourrie de cela justement pour assurer sa pérennité et sa transmission, je l'évoquais tout à l'heure. Ce qui est important à voir, c'est qu'on a eu le soutien, tout ça, ça fait l'objet de formation, d'encadrement. On a eu le soutien à l'époque, quand on a fait de l'ISO, on avait un soutien de la région, et on avait aussi le soutien, l'OPCO nous a aidés, voilà, on a eu, il faut absolument aller chercher tous les mécanismes pour pouvoir soutenir ces démarches-là, parce que c'est vrai que c'est plutôt des démarches assez longues. L'ISO 14001, c'était une année de travail. Acte récent, là, on en est à 2 ans et demi de travail. Voilà, donc ce sont des missions longues, ça s'étale dans le temps parce que tout simplement, comme c'est un processus, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, il y a une forme de maturation, il y a il y a une vraie planification très importante à tenir. Alors, elle est fondamentale parce qu'elle permet d'aller au bout. Il ne faut pas qu'elle soit trop rapide, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, sinon il y a une forme d'épuisement. Mais dans tout cas là, elle est séquencée, ce qui permet de la budgéter. Et nous, comment on a fait? C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'un premier 10 années d'HQE, après on est passé à l'ISO, puis après à l'ACT. Et quand je vous ai aussi parlé d'un petit moment où on avait fait une analyse de l'agence avec un partenaire. Et avec ce partenaire architecte, enseignant-chercheur, on a assez vite défini un budget recherche dans l'agence. Alors certains créent des budgets de communication, d'autres vont créer des budgets je ne sais trop quoi, mais on a sanctuarisé un pourcentage
dans notre chiffre d'affaires dédié à une forme de recherche. Alors, c'était un grand fourre-tout, mais ça nous a permis, en quelque sorte, comme quand on investit dans quoi que ce soit dans sa vie personnelle, on a créé ce petit budget et on a toujours veillé à le sanctuariser de telle sorte à ce qu'il serve à ces outils qui nous permettent aujourd'hui, comme un investissement, de pouvoir porter ces enjeux oui, pour développer et pour pérenniser l'agence. Voilà. Donc effectivement, c'est pas énorme, mais c'est la régularité qui fait la valeur. Voilà. Et bien évidemment, on a bénéficié de subventions, je parlais tout à l'heure de BPI France, de l'ADEME et plein de choses. Après, il faut être un peu opportuniste, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il y a plein d'outils possibles, il y a plein de soutiens possibles, et puis les soutiens, c'est surtout les hommes, c'est surtout les compétences des partenaires, des consultants qui nous assistent aussi et qui apportent en général beaucoup plus que ce que ça coûte. Voilà. Nous, ça nous a énormément aidé, c'est certain. Et quelque part, je conclurai là-dessus, au même titre que c'est une des raisons pour lesquelles moi j'avais intégré le Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire que nous étions des grands solitaires, les architectes. On a beau être travailler dans des contextes extrêmement variés, on a une pratique assez solitaire. Et moi, de notre région sud de l'Eure, j'avais besoin de partager des choses. Voilà. Et on avait surtout créé ce premier groupe pour partager. Et on retrouve un petit peu cette philosophie aujourd'hui dans le travail qu'on mène. Et ça, c'est assez fondamental de se trouver en fait dans des contextes de compétences qui sont tout aussi importants que la valorisation financière. Et tout ça, ça apporte tellement plus. Et c'est pour ça que personnellement, moi, Étienne Lemoine, et plus bien évidemment toute l'équipe, ça nous a, oui, ça nous apporte beaucoup plus que ça nous coûte. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, si personne d'autre n'a de questions, je vais vous remercier très sincèrement pour votre participation. Et puis, oui, Denis. Oui, peut-être avant de conclure quand même, parce que d'une part pour remercier encore une fois nos participants et les gens de la CCI et de l'OPCO, parce qu'en fait, on a bien, j'apprends en même temps ce soir qu'en fait, il y a des dispositifs sur place, des dispositifs d'accompagnement, quoi. C'est quand même extrêmement intéressant et dédié au métier d'architecte. Donc, formidable. Simplement, voilà, le premier pas, en fait, c'est d'inciter suffisamment les architectes à aller frapper à votre porte ou vous envoyer un mail ou vous appeler, quoi. C'est en fait ça. Et le facteur déclencheur, et ben, je dirais qu'aujourd'hui, lors des architectes, ils travaillent là-dessus. Ils travaillent sur donner l'envie. Voilà. Et après, ben, ils pourront trouver toutes les pistes qu'ils souhaitent pour être accompagnés. Voilà. Mais c'est bien que localement, il y a à le faire parce que c'est toujours un vrai sujet aussi, ça de trouver à proximité des gens pour accompagner, des lieux pour se former. Donc en fait, très bien, quoi. Je veux dire, on peut se satisfaire de cette présence territoriale. Ça, c'est formidable. Mais nous sommes bien conscients quand même qu'on a encore un gros boulot à mener pour donner l'envie. Eh bien, merci à tous. Et puis, ce webinaire sera posté donc sur le site de l'Ordre des architectes. Et donc, vous pourrez le revoir et le diffuser à toutes les personnes qui seraient intéressées à s'informer, à se sensibiliser ou autres. Et les documents seront en ligne aussi ou envoyés. Je ne sais pas comment Maxence va faire, mais vous aurez accès aux documents qui ont été projetés. Merci à vous et ben, à très bientôt.